Europe 1. Le journal de 6h est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Ça, c'est fait pour les Bleus au mondial féminin de foot. L'équipe de France s'est qualifiée facilement pour les quarts de finale en battant le Maroc 4-0 dans une rencontre que les coéquipières de Wendy Renard ont rapidement prise en main, Colin Abgral. Oui, la France a survolé son rendez-vous et l'équipe d'Hervé Renard est restée très professionnelle. Le match a été dominé et maîtrisé par les Bleus du début à la fin. Dès le quart d'heure de jeu, Kadi Diatoudiani ouvre le score. Derrière, les Marocaines s'écroulent et la France déroule avec 2 autres buts coup sur coup de Dali et Le Sommer. 3-0 après seulement 23 minutes. Eugénie Le Sommer inscrit le 4e but en deuxième mi-temps. Le travail a été parfaitement fait selon l'attaquante des Bleus. On est qualifiés, c'est le plus important. On voulait pas prendre cette équipe à la légère parce qu'on savait qu'elles avaient fait une bonne phase de groupe. Elles ont quand même éliminé l'Allemagne, donc ça nous a facilité la tâche de marquer assez vite dans le match et ça nous a bien lancé. Les statistiques sont accablantes pour les Marocaines. 25% de possession de balle et un seul tir, mais il faut féliciter les Lionnes de l'Atlas. Première participation à une Coupe du Monde et premier 8e de finale en sortant d'une poule avec l'équipe d'Allemagne. Un parcours aussi bien héroïque qu'inattendu. Côté français, les Bleus retrouvent les quarts de finale où elles affronteront le pays hôte, l'Australie, samedi à Brisbane. Rencontre prévue à 9h heure française. Colin Abgral du service des sports d'Europe 1. Restez bien avec nous pour tout savoir sur ce qui attend les Bleus pour la suite de la compétition. On y reviendra dans le journal des sports dans une dizaine de minutes. Dans l'actualité également, la sortie de garde à vue à Forbach en Moselle de l'homme accusé par son épouse de l'avoir séquestré, violé et torturé pendant 12 ans. Cette femme qui maintient sa version, mais le procureur de Sarreguemines insiste. Cette plainte relève, je cite, d'une réalité inexistante. Aucune trace de violence n'a été retrouvée sur la plaignante qui se trouve toujours à l'hôpital. Eux sont en revanche toujours en garde à vue ce matin. 3 policiers du RAID. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de la mort d'un homme survenu en marge des émeutes à Marseille le mois dernier. Mohamed B, qui avait succombé à un malaise cardiaque provoqué, selon les résultats d'autopsie hier, par un tir de LBD au niveau du thorax alors qu'il roulait à scooter. 2 autres membres du RAID ont été libérés en début de soirée hier. De son côté, Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, continue de soutenir les agents impliqués. J'apporte mon soutien et toute ma confiance au mon syndicat, ces policiers d'élite que sont le RAID. Que la police soit mise en cause, d'accord, mais en fait, il ne faudrait pas non plus se tromper de combat. Le problème aujourd'hui, c'est les délinquants, c'est pas les policiers. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le métier de policier est difficile. On a des délinquants de plus en plus durs, de plus en plus endurcis, de plus en plus illimités, si j'ose dire, en termes d'irrespect de la loi, de la justice et de la police. Mais il faut remettre l'église au centre du village. Moi, ceux qui me font peur, c'est les délinquants, c'est absolument pas les policiers. Et sans l'appui du RAID, du GIGN et de la brigade de recherche et intervention de la police judiciaire, on n'aurait non seulement pas pu interpeller les émeutiers, mais en plus mettre un frein et un stop à ces émeutes qui ont émaillé le pays durant plusieurs nuits et qu'on n'avait pas vécu depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis le début de la 5e République. Mathieu Vallée au micro européen de Wilfried de Villers. La décision du Conseil d'État sera annoncée en fin de semaine sur la dissolution des soulèvements de la terre. Le collectif écologiste, accusé par le gouvernement d'organiser des débordements, notamment lors de la manifestation de Sainte-Soline, est donc visé par un décret. Il avait déposé un recours. Concrètement, la plus haute juridiction doit trancher 2 questions avant de se prononcer sur le fond. Y a-t-il bien une situation d'urgence justifiant sa saisine par le mouvement et existe-t-il des doutes sérieux sur la légalité du décret de l'exécutif? Europe 1, 6h04. À l'étranger, la crise au Niger et ce changement de ton du côté de la CEDEAO. Le bloc ouest-africain qui déclare que la diplomatie est la meilleure voie à suivre. Le contraste est saisissant par rapport à la menace maintes fois répétée d'une intervention militaire contre la junte la semaine dernière. Une position qui s'aligne avec celle des États-Unis hier. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 outre-Atlantique. Les Américains qui font tout pour préserver leur relation avec le Niger, jusque-là fondamentale dans leur politique africaine, surtout qu'elle permet de contrer l'influence de la Chine et de la Russie dans la région. Oui, c'est le scénario cauchemar pour les États-Unis. Les Américains ont investi des milliards de dollars dans le pays en programmes d'aide, y compris militaires. Le Niger était jusqu'à peu montré en exemple de coopération parfaite, un allié dans la région pour contrer Pékin et Moscou et surtout une tête de pont essentielle dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Et là, plus rien n'est sûr et pire, c'est peut-être justement la Russie qui va damer le pion aux Américains. La junte qui a pris le pouvoir dans le pays envisage de faire appel au groupe Wagner, une option contre laquelle le secrétaire d'État américain Anthony Blinken met en garde très sérieusement. Nous sommes inquiets parce que dans chaque pays où Wagner est intervenu, la mort, la destruction, l'exploitation se sont installées, l'insécurité a augmenté au lieu de diminuer. Les États-Unis ont dépêché d'urgence l'adjointe d'Anthony Blinken à Niamey pour tenter de sauver ce qui peut l'être, mais elle n'a pas eu droit
droit à une rencontre avec le chef de la junte, Abdourahmane Chiani. C'est un signe très inquiétant pour l'influence américaine dans le pays et dans la région. Les États-Unis ont tout de même 1000 hommes stationnés au Niger et des bases qu'ils pourraient perdre si Wagner et les Russes débarquaient dans le pays. Et j'ajoute que les militaires putschistes ont refusé d'accueillir une délégation de la CEDEAO hier, mettant en avant l'incapacité d'assurer leur sécurité. La situation au Niger, suivie de très près par Paris et par Brégançon, le lieu de vacances varois d'Emmanuel Macron, là où il prend ses décisions, comme celle d'évacuer nos ressortissants du pays africain la semaine dernière. Preuve, une nouvelle fois, Mayalène Trémollet, que la résidence d'été des présidents est aussi une place où sont gérés bon nombre de conflits diplomatiques. Oui, le président y traite les crises qui surviennent l'été, comme l'Afghanistan en août 2021 ou le putsch au Niger en ce moment même, d'autant que le fort serait un lieu stratégique, comme l'explique Guillaume Darret, auteur du livre Le fort de Brégançon, histoires secrètes et coulisses des vacances présidentielles. Le fort est utilisé comme un outil diplomatique. Recevoir un chef d'État à Brégançon, c'est pas la même chose que le recevoir à l'Élysée. Ça permet aussi de créer des relations personnelles qui peuvent avoir un rôle important quand il faudra dénouer une crise, passer un coup de téléphone, demander l'aide d'un pays pour l'évacuation de Français. Ça, tous les chefs d'État et leurs proches me l'ont dit. L'endroit se prête particulièrement à ces rencontres en termes de sécurité. Encerclée par l'eau, la demeure est une forteresse difficile d'accès. En 2008, Nicolas Sarkozy met en place la médiation entre la Russie et la Géorgie. Il y reçoit à cette occasion Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine. De son côté, Emmanuel Macron invite Vladimir Poutine en 2019, année où la Russie est exclue du G20. Un an plus tôt, c'est encore depuis le fort que le chef de l'État avait convaincu le Premier ministre maltais d'accueillir les 629 migrants à bord de l'Aquarius en détresse en pleine Méditerranée. Mayalène Trémollet pour Europe 1. En Russie, le Kremlin annonce avoir abattu 2 drones de combat qui se dirigeaient vers Moscou. Aucun dégât ni aucun blessé n'ont été communiqués. Une nouvelle tentative d'attaque de ce type alors qu'elles se sont récemment multipliées sur la capitale, visant notamment un quartier d'affaires la semaine dernière. Toujours à l'étranger, cette alliance inédite à présent pour préserver l'Amazonie. Les 8 pays abritant la plus grande forêt tropicale du monde, menée par le Brésil, ont annoncé se réunir pour lutter contre la déforestation. Décision en marge d'un sommet sud-américain qui se poursuit aujourd'hui. Objectif, selon le président brésilien Lula, poursuivre un nouveau rêve amazonien. Le chef d'État qui s'affiche depuis le début de son mandat en leader de la question environnementale. Mais si le Brésil peut s'appuyer sur de bons chiffres en matière de déforestation, il reste des angles morts, Delphine Schitz. La déforestation en Amazonie au Brésil a été divisée par 3 le mois dernier par rapport à juillet 2022. Même s'il faut attendre un bilan annuel, ce chiffre est le signe d'un changement politique radical opéré par Lula. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne avait bondi de 75%, comme le rappelle Catherine Aubertin, économiste de l'environnement. Lula a reconstruit tout ce que le président Bolsonaro avait détruit, c'est-à-dire des organes de coopération et de concertation qui réunissaient les ministères, les ONG, les associations amérindiennes et autres. Il s'est engagé à créer de nouvelles aires protégées. Il a également reconstruit la police de l'environnement que le président Bolsonaro avait désarmée. Mais ce réengagement est loin d'être suffisant pour faire du Brésil un leader pro-climat. Dans le Cerrado, près de 11 000 km² de savane tropicale ont disparu l'an dernier au profit de la culture du soja, alors que cet écosystème retient massivement le CO2. Le Brésil maintient également un projet d'exploitation de pétrole à l'embouchure de l'Amazone. Delphine Schiltz pour Europe 1. Pendant ce temps-là, en Europe, les forêts justement s'embrasent. Nouveau bilan des incendies actifs depuis 4 jours au Portugal. 10 000 hectares sont partis en fumée. 1500 habitants d'une vingtaine de villages du centre ont dû être évacués. Tandis qu'en France, les Bouches-du-Rhône ne sont plus en vigilance rouge incendie aujourd'hui. Passage au orange avec 4 autres départements, le Var, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault. Et puis cette baisse des prix en Chine, une déflation, la première depuis 2 ans, qui n'est pas une si bonne nouvelle. Cette dynamique inverse de l'inflation que l'on connaît chez nous est due à une consommation en berne dans le pays, ce qui complique sa reprise économique selon les experts. Il est 6h10, la suite du journal sur Europe 1, Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Direction la Grande-Bretagne maintenant, où les extras des députés sont au cœur d'une vraie polémique. Ils empochent des millions d'euros en plus de leur mandat grâce à des discours, à des apparitions dans les médias, à des livres aussi, des révélations du journal The Guardian qui choquent Élodie Goulesque et dans lesquelles on retrouve un visage bien connu, l'ancien Premier ministre et leader pro-Brexit Boris Johnson.
Il a décidément le don de faire parler de lui. Avec plus de 5,5 millions d'euros, Boris Johnson détient la moitié des 11 millions d'euros récoltés par les députés pour leurs emplois secondaires. C'était pourtant l'ancien Premier ministre et désormais ancien député qui affirmait vouloir limiter les rémunérations externes des membres du Parlement. Mais cette idée a été abandonnée par le gouvernement à l'avantage des élus conservateurs principaux gagnants. C'est le cas de l'ancien ministre des Finances, Sajid Javid, payé près de 350 000 euros par an en tant que consultant dans une société de placement, un chiffre bien loin des 100 000 euros de salaire d'un député. L'ancien ministre de la Santé, Matt Hancock, aurait quant à lui gagné près de 500 000 euros en intervention médiatique, livre et en participant à une émission de télé-réalité. L'opposition, tout parti confondu, représente 465 000 euros sur les 11 millions. Des révélations qui tombent mal, en pleine crise du coût de la vie et à peine un an des élections législatives. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1. Et puis vous en avez peut-être fait les frais le mois dernier. Les retards d'avion ont plus que doublé en juillet en Europe par rapport à la même période l'année dernière. En cause, les intempéries et les orages selon l'organisme de surveillance du trafic Eurocontrol. Cela n'a pas empêché le nombre de vols de passer la barre du million, une première depuis septembre 2019 et l'avant-Covid. Autre déplacement plus atypique, celui-ci, c'est notre série de la semaine sur les métiers de l'été qui nous plonge ce matin dans le quotidien d'un conducteur de bus touristique à Impérial. Idéal pour découvrir par exemple tous les monuments de Paris sans se faire des ampoules aux pieds. Notre reporter Antoine Bienvaux l'a bien compris, il a embarqué avec Nabil. Il travaille chez l'opérateur Toutbus, il conduit oui, mais pas que, écoutez. Bonjour, moi je m'appelle Nabil. Mon rôle c'est d'être conducteur-receveur. Alors là on se dirige vers le musée du Louvre, donc un des monuments phares de Paris. Et je vais faire une annonce aux clients. This is a stop 3, Museum to the Louvre. Hola, ¿qué tal? La primera vez? Au quotidien on parle en différentes langues, en anglais, en portugais. Et ça fait plaisir aux clients, ça donne le sourire justement aussi. Ça m'est même arrivé d'apprendre l'hindi, c'est un dialecte indien. Par exemple pour dire j'aimerais bien manger et boire, en hindi c'est mujhe chahiye khana pina hai. Ça me plaît justement d'aider les touristes et faut vraiment se mettre à la place du client et faire en sorte que l'expérience client soit réussie. J'ai un client anglais en fait qui m'a demandé de m'arrêter au niveau de la Tour Eiffel pour faire sa demande en mariage à sa femme. Moi je savais que toutes les heures il y a la Tour Eiffel qui scintille. Donc j'ai fait en sorte d'arriver un petit peu avant l'illumination et à la fin de sa demande il y a eu l'illumination de la Tour Eiffel. Comme dans les films. Comme dans les films, exactement. Souvent, ils sont sympas, les gens viennent pour visiter Paris, donc ils viennent avec le sourire. Mais c'est vrai que les Canadiens sont très très sympas. Du coup, ça m'a fait plaisir de vous faire visiter Paris. Et merci beaucoup Nabil. Et merci à vous, ça a été un plaisir. Le reportage Europe 1 d'Antoine Bienvaux. Et puis pour finir, Lionel, un petit hommage à une immense voix. Ah oui. Je vais pas vous faire l'offense de demander qui c'est. Whitney Houston, évidemment. Whitney Houston, qui aurait eu 60 ans aujourd'hui, la diva, la légende de la chanson mondiale qui nous a quittés le 11 février 2012. Avec cette reprise de Dolly Parton. Ouais, qui est exactement. Un tube de Dolly Parton qu'il faut aller le revoir justement sur YouTube par exemple, la chanson originale de Dolly Parton, c'est assez étonnant. Merci Victor Fourchet, à tout à l'heure.